Voilà, parfait. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous, et puis bienvenue pour ce webinaire sur le sujet des acteurs de la représentation des Français et Françaises en Allemagne, où on a choisi un titre un petit peu, yeah, peut-être qui va vous faire tiquer un peu, donc cacophonie ou symphonie. On va voir sûrement que la vérité se trouve au milieu, entre la cacophonie et la symphonie. Mais bon, je ne veux pas présumer du déroulé des discussions. Donc, en tout cas, je suis très contente de vous accueillir ce soir sur ce webinaire. Mon nom est Valérie Léger et je vais animer cette réunion. Je suis sur la liste tout en bas, en position non éligible, mais je suis très, très heureuse de pouvoir soutenir cette liste en apportant mes compétences ou pas. On verra bien à la fin de cette réunion si j'ai les compétences en matière d'animation de webinaire. Voilà, donc en tout cas, merci d'avoir trouvé le chemin jusqu'à votre ordinateur en cette veille de jour férié. Peut-être depuis votre canapé ou avec un apéritif. Voilà, c'est tout à fait possible. En tout cas, moi, j'ai mon verre d'eau. Voilà. Donc, je vous recommande aussi de vous hydrater pendant toute la réunion. Donc, ce soir, j'essaye de faire de l'humour comme Jérôme. On va voir si ça marche. Donc, on va parler ce soir d'un sujet qui nous concerne toutes et tous, donc la représentation des Français de l'étranger, ou en fait, finalement, comment ne pas se perdre dans le labyrinthe des acteurs qui nous entourent. Donc, entre sénateurs, sénatrices, députés, conseillers, conseillères, associations et peut-être autres acronymes mystérieux, notre représentation semble parfois difficile à comprendre, peut-être même plus difficile qu'un mode d'emploi de meubles suédois, peut-être pas, je ne sais pas. Donc, en termes d'infos pratiques, donc ce webinaire durera environ 1 heure parce qu'on sait que votre temps à toutes et tous est précieux et qu'il y a sûrement une série ou un dîner ou une autre activité ensuite. Vous pourrez poser vos questions à tout moment, c'est-à-dire que je vais vous inviter aussi à prendre la parole ou à écrire dans le chat et on fera de mieux pour y répondre. Et puis aussi un petit mot d'ordre pour ce soir que je vais essayer de m'appliquer également, la concision. Donc on vous encourage à aller à l'essentiel, comme quand on essaie de résumer sa vie en 3 lignes sur un CV, ce qui est extrêmement difficile. Donc on va toutes et tous essayer de se plier à cette règle-là et je vais utiliser le tu. J'espère que c'est OK pour tout le monde, mais bon, comme c'est moi qui anime, c'est moi qui dicte les règles. Donc voilà. Euh, Encore un énorme merci et surtout mon premier merci à nos 3 intervenantes et en particulier à toi, Mathilde, de prendre le temps d'être là ce soir. Nous savons que tu as un agenda très chargé et que tu aides aussi à un certain nombre de listes dans la campagne et que tu participes aussi à plein d'autres webinaires. Donc, merci de prendre le temps d'être avec nous ce soir. Merci à Salia et à Anne également d'être là ce soir pour partager leurs expériences et leurs points de vue et puis nous éclairer sur les différents mandats et acteurs de la représentation des Français de l'étranger. Euh, et puis merci à vous, chers participants, chères participantes, de jouer le jeu et d'être là. Donc votre participation, vos questions et vos retours sont ce qui rendra cet échange vraiment utile. Alors, vous êtes prêts à démêler ensemble les fils de la représentation des Français de l'étranger? C'est parti. Du coup, je vais vous demander à vous trois, Mathilde, Salia, Anne, de faire une petite présentation en 1 minute maximum. Bon, allez, je ne vais pas regarder trop sur l'heure, mais voilà, de vous présenter votre rôle ou votre mandat et peut-être de donner un exemple concret de votre action pour qu'on puisse voilà, mieux se représenter en quoi consiste votre mandat ou votre rôle. Et puis, bah, je vais te donner la parole, Mathilde, pour débuter. Merci beaucoup Valérie et merci beaucoup à vous de m'avoir invité ce soir pour pouvoir échanger sur ce sujet très important et sur lequel on est beaucoup
euh, à se casser les dents. Je voulais dire un truc positif avant de dire se casser les dents, mais sur notre voilà, dans notre représentation et la manière dont on arrive au mieux dans le cadre de nos fonctions à représenter les Françaises et les Français établis hors de France. Et l'une des spécificités, donc moi je suis sénatrice représentant les Français établis hors de France, l'une des spécificités de ces mandats à l'étranger, c'est que nous représentons les Français, mais nous ne les représentons pas avec un territoire donné, puisque les Français de l'étranger habitent sur un territoire où, en tant que représentants français, eh bien, nous n'avons pas de poids, de capacité d'action. Ce ne sont pas nous les autorités locales du territoire sur lequel se trouvent les Françaises et les Français. Mais ça laisse quand même beaucoup de pouvoir d'action, de capacité d'action, et je pense que Salia parlera de ce qu'elle a pu faire dans ce cadre-là et où est-ce qu'on peut mettre les limites entre les institutions françaises et puis aussi ce qu'on peut faire au-delà des institutions françaises. Mais donc moi, en tant que sénatrice, de manière plus concrète sur moi, mon rôle, eh bien, c'est de pouvoir représenter toutes ces Françaises et ces Français à travers le monde. Et les enjeux, il y a des enjeux qui sont très transverses quand on est Français de l'étranger, qu'on soit aux États-Unis, en Allemagne, en Afrique du Sud ou au Vietnam. Par exemple, sur l'accès à l'enseignement français à l'étranger, l'engagement dans des associations françaises et le soutien français qui peut être apporté dans ce cadre, notamment par le biais de subventions publiques. Et puis il y a des choses qui sont aussi très différentes. Lorsqu'on habite en Europe, eh bien certains des services publics, eh bien on y a accès dans nos pays de résidence, que ce soit sur des questions de retraite, de sécurité sociale. Mais pour d'autres pays du monde, eh bien on s'intéresse aussi aux problématiques relatives à la Caisse des Français de l'étranger, par exemple, pour avoir accès, pour à la fois cotiser à la retraite française ou pouvoir aussi cotiser avoir une protection sociale. Et donc ces enjeux, ils sont aussi assez différents. De la même chose sur la question de la protection sociale, des aides sociales auxquelles on peut avoir accès dans son pays de résidence ou dans des pays où le filet social est peu ou pas existant. Et de manière très concrète, en termes d'action, en ciblant plutôt, bien sûr, en tant que sénatrice, j'ai pour fonction de voter les lois et puis de contrôler l'action du gouvernement. Et de manière assez concrète sur les Français de l'étranger, je voulais vous donner deux exemples. Le premier, c'est celui d'un texte de loi qu'on a discuté la semaine dernière sur le droit au compte bancaire, qui est un sujet qui concerne beaucoup de Françaises et de Français de l'étranger qui se voient fermer leur compte bancaire de manière unilatérale par leur banque lorsque celles-ci se rendent compte qu'ils n'habitent plus en France. Et donc, on a essayé de faire voter ce texte qui il n'est malheureusement pas passé, mais ce n'est que une étape dans la reconnaissance de cette problématique et le fait de pouvoir avancer pour mettre un certain nombre de bâtons dans les roues de toutes ces banques qui essayent de fermer des comptes ou auprès desquels on n'arrive pas à ouvrir de compte bancaire. Je pourrais y revenir plus en détail si ça vous intéresse. Et puis, un deuxième point sur la question de contrôle de l'action du gouvernement. Eh bien, on pose par exemple des questions écrites au gouvernement. Et un exemple concret, c'est que je travaille avec pas mal de conseillers des Français de l'étranger sur la question de la reconnaissance du handicap à l'étranger. Et je posais il y a quelques semaines encore, suite à des échanges avec une conseillère des Français de l'étranger très engagée sur cette question, une question au gouvernement sur la reconnaissance du taux de handicap et le fait de prendre en compte les revenus de la famille ou du conjoint des personnes en situation de handicap dans le calcul des aides auxquelles ils ont le droit lorsqu'ils sont à l'étranger, puisqu'il y a des règles et puis ensuite il y a des adaptations, des circulaires, voilà, qui passent auprès des postes et qui sont parfois un petit peu différentes voilà, et rendent l'application de cette protection pour les Français en situation de handicap, par exemple, plus compliquée. Et donc, j'ai posé une question au gouvernement et on attend une réponse qui ensuite nous permet, à l'échelon local, avec les conseillères et conseillers, d'avancer et d'avoir des éléments de réponse à donner aux postes diplomatiques, aux postes consulaires. Et je m'arrête là, j'ai dépassé la minute, je suis désolée. Merci. C'est pas grave. Merci beaucoup parce que tu m'as donné voilà le pont parfait pour
passer la parole à Salia sur la question justement du mandat et du rôle des conseillers et des conseillères des Français de l'étranger. Donc Salia qui a été élue conseillère des Français de l'étranger en 2021 et qui donc exerce cette fonction actuellement jusqu'aux prochaines élections qui se tiennent donc d'ici 2 semaines. Voilà, Salia, je te donne la parole pour que tu présentes brièvement ton rôle, enfin ton mandat, et puis peut-être que tu apportes un exemple concret pour qu'on puisse se représenter en quoi consiste ce mandat. Et juste, j'ajoute un truc, il y a des mots allemands qui viennent de temps en temps quand j'anime. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Merci Valérie, merci Mathilde. Alors nous, les conseillers des Français de l'étranger, nous sommes des élus locaux. Et pour le coup, nous, on a une compétence territoriale. C'est-à-dire que moi, je suis élue pour la deuxième circonscription d'Allemagne qui recouvre 4 Länder qui sont la Rhénanie du Nord-Westphalie, la Hesse, le Rhénanie-Palatinat et la Sarre. 4 Länder, et c'est sur cette circo, la circo 2 d'Allemagne, que j'ai été élue. Nous sommes 6 élus. Et les conseillers des Français de l'étranger sont compétents, disent les textes, pour toutes les questions consulaires ou d'intérêt général, notamment culturelles, éducatives, économiques et sociales concernant les Français établis dans la circonscription. Donc, vous le voyez déjà, les textes, ils peuvent être interprétés. Je crois que Mathilde, justement, tu as un petit peu abordé ce que l'on peut faire du mandat et ce que l'on peut faire au-delà du mandat, voilà, en osant être un élu. Donc, les textes sont là et après, libre à chaque élu d'exercer leurs prérogatives. Donc ça, c'est pour les conseillers des Français de l'étranger. Par exemple, et j'ai également la présidence du Conseil consulaire depuis 2024. Et à ce titre, type d'activité que nous faisons, que j'ai fait, c'est de convoquer, de réunir les commissions de contrôle des listes électorales consulaires. On l'a fait en début mai, le 7 et le 8 mai, dans la perspective des consulaires. Donc ça fait aussi partie des attributions des élus locaux. À côté de, bon, c'est assez connu maintenant, des conseils consulaires staff pour le soutien au tissu associatif des Français de l'étranger de la CIRCO, ou des conseils consulaires des bourses, par exemple. Voilà. Mais il y a ce mandat on peut aussi convoquer, le président, les élus peuvent convoquer des conseils thématiques sur l'apprentissage, sur la formation professionnelle, sur l'emploi, sur l'action sociale, etc., etc. Donc là, les textes permettent une large latitude finalement, et c'est toujours dans le cadre d'une négociation avec les autres élus et avec l'administration, bien entendu, qu'on évolue. Le deuxième niveau des élus locaux que nous sommes, donc après les CFDE, les conseillers des Français de l'étranger, c'est le niveau de l'AFE. Et depuis 2024, donc je suis passée à l'AFE quand Mathilde, tu as été élue, puisqu'on était sur la même liste. Et là, à l'Assemblée des Français de l'étranger, il faut savoir qu'il y a 433 conseillers des Français de l'étranger qui élisent parmi eux 90 conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. Leur particularité, c'est qu'ils ont une compétence mondiale, thématique. On siège en commission thématique. Et moi, j'ai rejoint très spontanément et très volontiers la commission budget, finances, fiscalité. Et donc, je travaille sur ces questions avec mes collègues. Il y a de tous les partis représentés ou indépendants ou autres. On travaille avec l'administration. On siège 2 fois à Paris. Il s'agit de 2 sessions plénières à Paris où on vous rencontre. On rencontre les élus, on rencontre l'administration, on procède à des auditions. Et donc, moi, typiquement, je travaille sur les questions du budget. On auditionne les responsables du budget, en matière de fiscalité. Je travaille beaucoup sur tout ce qui est convention fiscale bilatérale, problème de double imposition. Donc, c'est très, très vaste et ça concerne tous les Français dans le monde, pour le coup. Donc, voilà, il y a ce double niveau, une compétence territoriale limitée à la circo dans laquelle on est élu pour les CFDE, et puis une compétence mondiale qui est répartie par thème. Et bien entendu, on a aussi des plénières à l'AFE, donc on est appelé effectivement à aborder toutes les questions. Donc c'est un bon trait d'union finalement entre les divers niveaux pour passer ensuite aux parlementaires, que ce soit les députés ou les sénateurs. Voilà, en quelques mots pour situer un petit peu l'architecture de ces élus de proximité que nous sommes.
Merci beaucoup. Et du coup, on va passer à toi, Anne, tu es là en tant que représentante associative. Donc, tu fais partie de Français du Monde, ADFE, mais également de Flamme. Monde de la Fédération flamande dont tu es présidente. Et tu as également été conseillère des Français de l'étranger. Ça s'appelait différemment encore à l'époque, le premier mandat. Voilà. Et donc, du coup, tu as nous présenté comment ton rôle ou quel peut être le rôle des représentants associatifs dans cette représentation des Français de l'étranger et peut-être aussi voilà, quelles actions concrètes les représentants associatifs mènent. Oui, merci pour cette introduction. Tu as déjà tout dit, j'ai plus rien à dire. Non. Oui, effectivement. Alors, je trouve que c'est une particularité de ce dispositif que finalement ces systèmes d'élus soient complétés par ces associations représentatives des Français de l'étranger, comme l'association Français du Monde ADFE, qui est reconnue par l'État français pour représenter les Français à l'étranger, qui est reconnue d'utilité publique, qui existe depuis le début des années 80, qui, bon, l'association Français du Monde ADFE rassemble en fait toutes les valeurs de la gauche écologiste. Et donc, on l'appelle la maison commune, finalement, de la gauche écologiste. Beaucoup d'élus en font partie aussi. D'ailleurs, bon, ça a été mon cas quand j'étais élue. J'étais également Français du Monde. Actuellement, je suis présidente de l'association Français du Monde ADFE de S. Et je suis également administratrice, enfin membre du conseil d'administration de Français du Monde ADFE au niveau national. Donc, ça me permet d'avoir un petit peu une vision assez large de l'association et d'être en contact un petit peu aussi avec les collègues du monde entier. Et je suis également depuis 3-4 ans maintenant, enfin vraiment depuis la fondation de cette nouvelle association, présidente de la Fédération Flamme-Monde, qui là n'est pas une association typique de représentation des Français de l'étranger, mais qui est une association finalement qui représente un certain besoin qui concerne les Français de l'étranger. Et finalement, le parallèle que je ferai entre ces deux types d'associations, c'est qu'on porte la voix des citoyens. On porte la voix des citoyens français et à tous les niveaux, c'est-à-dire que on leur fait connaître à ces citoyens français ce que c'est que ce dispositif, on les rencontre, et puis on fait porter leur voix aussi bien au niveau des conseillers des Français de l'étranger avec qui on est directement en contact, enfin ceux de nos circonscriptions, et puis les parlementaires, donc des gens comme Mathilde ou nos députés aussi, par moment, ça dépend des sujets, et puis aussi l'administration française, hein, l'administration du ministère, l'administration au niveau de l'AEFE, par exemple pour Flamme. Et bon, Flamme, on en parlera plus la semaine prochaine quand on fera le webinaire sur l'enseignement. Mais voilà, nous, on est un lien finalement. Après, l'associatif, c'est créer du lien. Donc voilà, on crée ce lien. Une particularité quand même aussi des associations représentatives comme Français du Monde ADFE, c'est qu'on est également membre de droit de certains conseils consulaires. Donc en fait, on complémente le travail des conseillers des Français de l'étranger. Et encore, en ce qui concerne la question de l'action concrète, j'ai un peu du mal à répondre à cette question parce qu'en fait, elle est quotidienne. On a tous les jours, puisqu'on agit sur les deux, donc sur toutes les interfaces finalement. Notre quotidien, ça va être, nous sommes une association ici très active parce que nous partons du principe pour faire remonter les préoccupations des gens, il faut les connaître, ces gens. Pour les connaître, il faut organiser des activités où on les rencontre. Donc, nous organisons beaucoup d'activités, nous organisons plus d'une trentaine d'activités par an. Et juste pour vous donner un exemple, la semaine dernière, vendredi dernier, on avait organisé une conférence, c'était le 8 mai, on avait pu avoir un beau témoignage, quelqu'un qui nous a fait une conférence sur le service du travail obligatoire de la Seconde Guerre mondiale. Et la semaine prochaine, nous organisons un ciné-débat autour du dernier film de Marie-Monique Robin. Donc voilà, des choses assez... Et puis une visite guidée, et puis voilà, des choses assez diverses.
Et tout cela, ça aboutit aussi à des cas concrets où ben, les gens finissent par nous connaître, avoir confiance, savoir que on est au courant et nous contactent quand ils ont un problème. Et je ne donnerai pas de détails parce que c'est quelque chose de très sensible et confidentiel, mais rien que ces derniers jours, j'ai été contactée par une dame qui est dans une situation très, très difficile et avec qui j'ai pu mettre en contact. Moi, je ne peux rien faire pour elle, mais j'ai pu me la mettre en contact avec les gens qui vont pouvoir l'aider dans sa situation. Donc, c'est très concret quand même. Voilà. Merci beaucoup pour cette première introduction. Je pense qu'on a eu déjà des pistes voilà, pour mieux comprendre vos rôles respectifs et aussi les échelles auxquelles vous travaillez ou là où vous pouvez avoir de l'influence. Et j'aimerais bien aller un pas plus loin, parce que du coup, on avait intitulé ce webinaire Cacophonie ou Symphonie, en disant, bon, est-ce que parfois il y a des choses, voilà, où peut-être vous n'arrivez pas à vous retrouver ou à vous synchroniser, mais peut-être sur d'autres sujets, il y a des choses où vous travaillez main dans la main, en partant justement du niveau peut-être associatif qui a l'oreille avec le lien direct avec les Français et les Françaises qui sont installés hors de France et qui peut faire remonter par le biais des conseillers, des conseillères des Français de l'étranger qui vont refaire remonter par l'AFE éventuellement certaines thématiques et ça arrive au niveau parlementaire, aussi bien chez les députés que les sénateurs et sénatrices. Et donc, du coup, pour ne pas rester que dans la théorie, j'aimerais bien voilà, poser la question, est-ce que vous avez un sujet peut-être concret où vous avez travaillé ensemble lors du mandat précédent, enfin le mandat qui est actuellement en cours de conseiller, conseillère des Français de l'étranger, pas forcément, enfin peut-être entre vous trois, Mathilde, Salia, Anne, ou peut-être aussi un autre moment de collaboration avec d'autres conseillers ou conseillères des Français de l'étranger, mais peut-être que vous avez voilà, un exemple concret d'une action commune qui a contribué à résoudre, très bien, à résoudre un problème pour les Français et les Françaises de l'étranger. Vous comprendrez, ma langue de travail, c'est l'allemand, donc je suis très dans ma plasticité du cerveau maintenant, très loin du français. Voilà. Et donc voilà, ma question c'est, est-ce que vous avez un exemple concret d'une action commune? Euh, Et je ne sais pas je vois Salia en Lia, premier. vas-y. Oui, oui, je veux bien. Quelque chose d'assez récent et qui est pas résolu, donc pour le coup. Mais c'est voilà, où on a tous, je crois, tous les niveaux, au niveau associatif, au niveau du terrain, des associations, au niveau des élus, élus locaux, élus à l'AFE et tous les parlementaires. Eh bien, c'est l'AEFE, hein, ce fameux conseil d'administration qui s'est réuni en décembre, qui a pris des mesures un petit peu sans étude d'impact, etc. Et là, il y a une vraie mobilisation puisque nous, les associations, Anne le disait tout à l'heure, siègent dans certains conseils consulaires, les conseils consulaires des bourses. Donc là, de toute façon, on se rencontre. Et il y a une vraie mobilisation autour de l'associatif, de toutes les associations, des représentants des parents aussi, du terrain, des élus locaux que nous sommes, et ce qui a permis d'avoir finalement des positions, une même position de rejet par rapport aux mesures préconisées par l'administration, par le gouvernement, bien entendu, derrière. Donc ça, c'était voilà, quelque chose de voilà, où on a échangé. On a aussi des boucles d'élus où on échange beaucoup. Et ça, c'est extrêmement utile. Et bien entendu, nous, les élus, on se nourrit de la base, des contributions des citoyens, des associations, des représentants associatifs qui connaissent, qui sont sur le terrain tous les jours, qui les rencontrent, pour lesquels finalement l'accès pour les citoyens est plus simple, hein, via les activités qui sont organisées, que décrivait très justement Anne-Henri Werner. Nous, les élus, on est moins visibles. Les gens, enfin, quand ils nous connaissent, ils viennent et puis ils osent se livrer. Ils ne savent pas trop ce qu'on est, à quoi on sert, etc. Mais voilà, il faut établir un lien de confiance et au bout d'un moment, ils viennent, ils nous contactent. Mais les retours, les remontées des citoyens directement ou via les associations sont extrêmement précieux. Donc l'AEFE, là, ce qui s'est passé en décembre, c'est le sujet qui me vient à l'esprit. Il y en a beaucoup d'autres. Euh, Mathilde. Ah, Anne. Mathilde, tu veux y aller? Non. Ben, moi, j'ai plusieurs exemples
assez récent où on a vraiment réussi à faire avancer des choses, avec Salia d'ailleurs, parce qu'on a eu deux situations très difficiles qui sont devenues des cas d'école finalement et qui vont servir à tout le monde l'année dernière. D'abord en Conseil des bourses l'année dernière, alors je vais essayer de résumer pour pas que ce soit trop technique. La situation était telle que nous sommes arrivés dans un conseil de bourse où on nous a dit que en fait l'agence, donc l'administration, n'avait pas donné l'argent qui suffisait à couvrir les besoins. Il avait juste donné un petit peu plus que ce qui ressort en théorique, mais en fait, on sait qu'il y a des familles qui ont plus de besoins. Et donc, nous, Salia et moi, on s'était entendus et on a essayé de faire passer en conseil consulaire le fait que le conseil consulaire peut traiter bien. L'administration, elle, est obligée de rester dans cette enveloppe, mais que nous, les conseillers, les élus et les représentants des associations peuvent très bien dépasser l'enveloppe et que du coup, ça remonte ensuite à l'agence qui doit prendre la responsabilité. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à nous imposer parce que malheureusement, la plupart des gens qui assistaient à ce conseil n'ont pas compris de ce qu'il s'agissait. En plus, le consulat avait eu la glorieuse idée de proposer que pour pouvoir compenser ce manque, on allait enlever 2% à tout le monde, à tous ceux qui avaient une bourse. Donc voilà, le conseil consulaire a statué sur cette base. Et ensuite, Sally et moi, on a été actives et toutes les deux, on a déclenché l'alarme auprès de nos représentants à la Commission nationale des bourses, qui se réunit donc après avec les représentants du ministère, de l'AEFE, etc. Donc, on les a mis au courant de la situation. Donc, on a des représentants français du monde, on a des représentants de l'Assemblée des Français de l'étranger. Alors, évidemment, nous parlons avec ceux qui sont plutôt de notre bord, sûr. Mais voilà, nous avons nos représentantes, nous leur avons expliqué la situation. Elles ont porté cela devant la Commission nationale. Et là, l'opérateur a désavoué le poste, a désavoué le consulat, a dit non, ils n'avaient pas le droit de faire ça, d'enlever ces 2%. Donc, tout a été détricoté. Et non seulement ça, mais en plus, nous avons obtenu l'argent qu'ils nous avaient pas voulu donner au début. Donc là, c'est vraiment un exemple concret de ce qu'on a pu faire. Et on a eu un deuxième exemple l'année dernière, on a été gâtés, nous, ici à Francfort, l'année dernière avec le projet STAFF. Le STAFF, donc, c'est le soutien du tissu associatif des Français de l'étranger. Donc, les associations peuvent demander des subventions pour soutenir des projets et ça passe également au conseil consulaire. Et les associations sont également présentes. Et l'année dernière, donc, mon association Français du Monde ADFE a déposé un projet STAFF et il y a un article qui était très très mal exprimé dans les instructions qui disait que quand on a un intérêt dans une association, on n'a pas le droit de participer au débat et ni de voter. Ce qui veut dire qu'on avait quand même plusieurs conseillers des Français de l'étranger qui sont également membres de Français du Monde. Et le consulat a appliqué une interprétation extrêmement stricte et complètement absurde de cette règle et a fait sortir tout le monde, plus ou moins. C'est fait que ça a été voté par un seul conseiller qui avait en plus la procuration d'un autre et qui s'est opposé au projet. Donc voilà, un organe démocratique qui se retrouve vidé de sa substance par l'interprétation abusive d'un article mal écrit. Donc là aussi, gros scandale. Salia, elle était un peu de temps après à l'ambassade, il y avait une réunion consulaire avec la directrice de la direction des Français de l'étranger et de l'administration consulaire. Elle a porté le problème. Moi, j'ai déposé un recours où j'ai bien expliqué le problème aussi. Et nous avons été aidés par nos amis, le conseil consulaire de Berlin, qui s'est saisi du sujet d'une manière très collégiale et transpartisane et qui a fait des propositions concrètes. Et nous avons appris récemment de la DFAE, donc de la direction, que toutes ces propositions vont être reprises dans les prochaines instructions. C'est-à-dire que ce qui nous est arrivé, nous, ne se reproduira plus à aucun endroit du monde. Donc voilà, ça a été du boulot, c'était beaucoup d'énergie. Mais on a au moins deux exemples vraiment très concrets de quand on travaille ensemble, de ce qu'on peut. Et voilà, et quand je dis qu'on travaille ensemble, là, on est tout à fait dans le titre de notre webinaire, cacophonie ou symphonie. Là, on est plutôt dans la symphonie, même si, vu le nombre d'acteurs qui entrent en jeu, ça fait un peu cacophonie.
Et avec Mathilde, pour le moment, je suis en contact dans le cadre de sa mission, un rapport sur l'enseignement français à l'étranger, où donc j'ai été également auditionnée pour des associations flammes, enfin le Flamme. Donc voilà, tout ça, on est constamment en contact. Et Oui, peut-être merci. peut-être pour compléter, en fait, je pense que Anne et Salia ont toutes les deux mentionné, elles ne peuvent peut-être pas le dire elles-mêmes, mais en fait, le fait de faire élire des représentantes et des représentants de gauche écologistes qui portent nos valeurs, c'est ce qui nous permet ensuite d'avoir ces personnes dans les conseils consulaires qui peuvent ensuite s'opposer aux mesures. Alors, elles ont toutes les deux été très diplomates dans leurs interventions, mais c'est ça la réalité. C'est que si vous avez des élus qui sont là pour vraiment porter la justice sociale, pour porter ces valeurs, pour porter la solidarité dans les conseils consulaires, eh bien, c'est ce qui permet de se battre pour que les Françaises et les Français qui souhaitent scolariser leurs enfants dans le réseau AEFE eh bien, soient défendus à la hauteur lors de ces conseils consulaires. Et de la même manière pour les projets, le soutien au tissu associatif, lorsqu'on a des projets culturels, des projets, par exemple, qui portent des valeurs aussi sur la transition écologique, sur l'égalité, sur la lutte contre les discriminations, puisqu'il y a un certain nombre de projets dans le monde qui s'attache aussi à ces questions tout en les reliant à des problématiques relatives aux Français, enfin et à la communauté française localement. Eh bien, c'est le fait d'avoir ces élus de gauche qui permettent ensuite de faire de porter ces sujets et d'avoir des projets qui correspondent aussi à ces valeurs qui soient adoptées. Donc c'est vraiment important, c'est majeur, et vous avez sur votre circonscription une liste qui rassemble la gauche et qui rassemble les différentes voilà les partis de gauche, et donc c'est vraiment important de pouvoir s'en saisir et de soutenir cette liste. Ensuite, concrètement sur les sujets sur lesquels on travaille ensemble, il y a deux sujets qui ont été évoqués. Je vais en évoquer donc un autre, un troisième, celui des retraites pour les Français de l'étranger, dont on a beaucoup discuté à l'Assemblée des Français de l'étranger. Je l'ai pas dit avant d'être, bon, Salia l'a mentionné avant d'être sénatrice. J'ai moi-même été conseillère des Français de l'étranger. Pas très loin de chez vous, en Autriche, pour la circonscription de l'Autriche, la Slovaquie et la Slovénie. Et lorsqu'on était à l'Assemblée des Français de l'étranger, on a voté un certain nombre de résolutions qui étaient votées pour la plupart à l'unanimité de l'Assemblée sur la question pour appeler le gouvernement à résoudre les difficultés relatives notamment à l'inégalité dans l'accès aux droits de retraite pour les Français de l'étranger. Et ces résolutions, elles sont votées à l'unanimité. Ce qui nous permet ensuite, nous, en tant que parlementaires, en tant que sénatrices, sénateurs, dans le cadre des projets de loi de finances, des projets de loi de finances de la sécurité sociale, bah, de s'appuyer sur ces résolutions qui sont votées à l'Assemblée des Français de l'étranger et de dire, ben voilà, vous avez des élus des Français de l'étranger qui votent unanimement pour dire qu'il y a un problème relatif aux retraites des Français de l'étranger, qui demande un groupe de travail. Et maintenant, c'est à vous, au gouvernement, de vous en saisir et d'avancer sur cette question. Et donc, nous, ça nous donne un poids supplémentaire, surtout dans des assemblées comme le Sénat, où à gauche, nous sommes très minoritaires. Ben, ça nous donne un poids supplémentaire pour essayer d'aller chercher les voix qui nous manquent et de mettre la pression au gouvernement pour que sur ces sujets, par exemple, eh bien, on puisse avancer. Merci beaucoup d'avoir concrétisé encore un peu plus voilà l'action. Je pense que c'est toujours important de mettre voilà en lumière quels sont les sujets sur lesquels vous travaillez et ça c'est des sujets qui sont extrêmement concrets et qui nous concernent toutes et tous à un moment donné dans notre vie, qu'on soit toujours résident à l'étranger ou qu'on revienne un jour en France. Salia, je vois que tu veux prendre la parole. Je te donne très volontiers la parole. Oui, merci, c'est très gentil. Pour rebondir sur ce qui a été dit par Mathilde, par exemple, en termes, on a parlé des bourses, de la mixité sociale, et je sais que Yann Chantrel, hein, qui est un sénateur socialiste, il travaille à un indicateur de mixité sociale dans les établissements français à l'étranger. Donc, c'est exactement ce que l'on veut aussi, parce que nous, quand on demande ce type d'information à l'administration, on nous oppose toujours une fin de non-recevoir. Donc voilà, c'est vraiment dans un échange avec nos parlementaires qu'on travaille. Tu as dit que la gauche était minoritaire au Sénat et il n'y a pas suffisamment de femmes. Avec Mathilde,
tout de suite, tu as rebondi tout de suite quand on a mis en place le HSU, parce que c'est une thématique qui parle aux femmes, qui parle aux jeunes, hein, l'apprentissage du français, la transmission du français. Donc voilà, enfin moi je pense qu'il nous faut plus de femmes, plus de jeunes au Sénat. Donc c'est pour ça que c'est important de faire, oui, de voter pour des gens qui défendent ces valeurs-là aussi. Donc, du coup, on a parlé des exemples concrets et on a montré comment vous collaboriez et que ça porte déjà ses fruits, puisque du coup, tant voilà du niveau associatif où on a l'oreille collée, on peut faire remonter aux conseillers, aux conseillères des Français de l'étranger les problématiques qui eux-mêmes peuvent faire remonter par le biais de l'AFE aux sénateurs et sénatrices et aux députés pour appuyer un travail législatif. Euh, donc on se dit ouais ça marche déjà bien apparemment, mais il y a sûrement des choses qui peuvent être améliorées notamment bah, pour mieux servir la représentation des Français et des Françaises de l'étranger. Et du coup, je me demandais, pour commencer par toi, Mathilde, est-ce qu'il y a des sujets où tu penses, ah oui, clairement, il y aurait quelque chose à améliorer dans notre travail avec les conseillers, les conseillères des Français de l'étranger, ou par exemple, je ne sais pas, sur le biais de travailler plus étroitement avec les conseillers et les conseillères des Français de l'étranger pour la question de l'information des Françaises et des Français qui sont établis hors de France. Parce que bon, on a pu le constater là, notamment dans le cadre des élections, la communication qui vient du consulat, on va dire qu'elle a ses limites et un certain nombre de lacunes et un certain nombre de problèmes d'information qui ne nous parviennent pas en tant que Français et Françaises de l'étranger, notamment aussi toutes les questions de base d'information sur l'inscription au registre, sur la liste électorale consulaire. Mais voilà, il y a plein d'autres choses qui viennent, qui sont liées à ça. Est-ce que il y a un élément ou plusieurs d'ailleurs sur lesquels tu vois des pistes d'amélioration dans le travail de la représentation des Français de l'étranger? Je voudrais mentionner deux choses. D'abord, le fait que, en effet, enfin, tu as mentionné un point qui est très important, Valérie. Euh, l'un des sujets majeurs, c'est l'annonce d'inscription des Français au registre et le fait que les Français, là on parle notamment des élections consulaires, ne savent pas que ces élections existent et qu'ils peuvent voilà, y voter. Et même lorsqu'ils le savent, peuvent se dire, bah, en fait, à quoi ça sert? Et nous, on porte le fait d'avoir des consulats qui soient au plus proche des citoyennes ou des citoyens. Et en Allemagne, pour celles et ceux qui sont là depuis longtemps, vous avez connu une baisse des moyens consulaires, une baisse des services aux Français et des services de proximité aux Français. Et c'est le cas dans votre circonscription. Je pense que je laisserai Anne Salia rebondir là-dessus. Je pense voilà, il y a plein de choses à dire là-dessus sur à quel point on veut de vrais consulats qui peuvent répondre à ces problématiques ou alors seulement des consulats d'influence. Moi, je pense qu'on doit, partout où c'est possible, avoir des consulats avec vraiment toutes ces prérogatives pour pouvoir répondre aux Français d'étrangers et que c'est un aspect majeur qui permet ensuite de rapprocher les gens de leur représentation politique. Parce que plus on baisse les services publics pour les Françaises et les Français, et plus ils s'en éloignent aussi, et plus ils se disent, bah, en fait, moi, la France, je l'ai quittée il y a un certain nombre d'années, et à quoi bon continuer voilà, à m'engager dans cette vie citoyenne? Et c'est, je pense, un des enjeux majeurs, et donc défendre des services publics à la hauteur, des services publics de qualité, et les moyens humains derrière pour avoir ces services, c'est vraiment très important. Que ce soit sur le volet consulaire ou que ce soit sur les autres aspects éducatifs, culturels sur lequel voilà, on a besoin pour ça de moyens publics à la hauteur. Et puis, l'autre point que je souhaitais mentionner, c'est celui des prérogatives des élus. Euh,
on s'inscrit dans une loi qui a été votée en 2014 et qui permet de définir aujourd'hui les prérogatives et ce que peuvent faire ou ne peuvent pas faire les élus. Et avec beaucoup d'élus, on s'est battu pour que les élus locaux puissent avoir euh, leur mot à dire sur un certain nombre de sujets qui les concernent, que ce soit les questions écologiques, par exemple, de pouvoir organiser des conseils consulaires sur les questions d'écologie, de transition écologique, localement pouvoir l'organiser, avoir les différents acteurs et actrices de cette transition dans la communauté française qui puissent y participer. Je sais que pas très loin de chez vous, sur la circonscription d'à côté, Stéphane Meignet, il a organisé ce conseil consulaire et il s'est battu pendant des mois avec le poste pour avoir rien que le compte rendu qui soit publié sur ce conseil consulaire qu'il avait voulu organiser. De la même chose sur les questions d'éducation. Aujourd'hui, eh bien, de nombreux Françaises et Françaises à l'étranger, ils ne scolarisent plus leurs enfants dans le système scolaire français, c'est même la majorité. Et donc, beaucoup d'élus se battent pour qu'on puisse avoir des conseils consulaires sur les questions éducatives de manière plus globale, pour pouvoir parler de l'éducation des Françaises et des Français au-delà des seuls établissements français et au-delà des seules bourses. Les élus des Français de l'étranger, ils sont pas là pour parler que des bourses scolaires. Ils peuvent aussi parler de comment on peut mieux travailler tous ensemble au service des Françaises et des Français qui vont voilà, avoir besoin de différents services, décider de scolariser leurs enfants dans le système local, les liens avec les ABBAC, avec le HSU, comme Salia en parlait, et comment on fait pour articuler toutes ces politiques qui peuvent être menées. Et puis, un dernier point, c'est que souvent, les conseillères et conseillers des Français de l'étranger, ils sont installés depuis très longtemps dans leur pays d'accueil. Ils sont engagés et sur votre liste, vous en avez plusieurs qui sont engagés. Je vois que ce soit Salia, Julie, Marc, et désolé si j'en oublie, ils sont aussi engagés à l'échelon local, dans la politique locale. Ça, c'est une vraie force de pouvoir avoir des personnes qui connaissent aussi bien le système politique et territorial allemand que le système politique et territorial français. Ça nous permet aussi de faire ce lien entre les autorités locales et les autorités françaises, et ce lien de long terme, puisque ce sont des personnes qui sont installées sur le long terme, voire qui sont binationaux. Et c'est aussi quelque chose de très important et qui, je pense, peut être une vraie addition aux politiques de rayonnement diplomatique et culturel qui sont faites par les consulats et les instituts français. Merci beaucoup. Oui, j'imagine que surtout quand on considère que si on parle de l'Allemagne et de la France, voilà, on se trouve dans le système, dans l'Union européenne, et la France a également un intérêt à voir se développer ses relations aussi avec ses autres partenaires européens, et c'est une chance de pouvoir avoir des élus qui ont les pieds dans les deux systèmes en fait, et qui ont une bonne compréhension politique, citoyenne, culturelle, économique du pays dans lequel ils résident. Donc, je pense que effectivement, à titre personnel, que la France n'utilise pas cette ressource euh, citoyenne qu'elle a en fait à sa disposition. Et j'imagine que un certain nombre de réflexions qu'on peut entendre, c'est oui, mais bon, si les Français ne mettent pas leurs enfants à l'école française, c'est qu'ils n'ont pas d'intérêt, donc ça ne sert à rien en fait de continuer à leur faire ce genre de propositions. Et pareil pour d'autres systèmes, sauf que c'est un peu un serpent qui se mord la queue, puisque on diminue l'offre et le service public. Et du coup, on ne peut pas en faire usage et on ne sait même pas que ça existe. Et donc, du coup, voilà, on n'avance pas dans toute cette problématique. Euh, du coup, je voulais rebondir aussi sur cette question des potentiels que vous voyez, Salia, Anne, dans l'amélioration de la représentation des Français de l'étranger. Qu'il y a des pistes ou est-ce que vous voyez, vous, les défis les plus importants et peut-être des pistes de réflexion que vous voulez nous donner encore sur les dernières minutes avant de passer la parole euh, voilà, aux autres qui sont avec nous dans ce webinaire? Moi,
moi, je pense que ce qui est extrêmement important, et je profite de la présence de Mathilde, c'est le statut de l'élu. Hein, c'est vrai que nous, les élus, conseillers des Français de l'étranger ou AFE, en tout cas les élus locaux, on se heurte un petit peu à une administration qui conçoit les élus comme des Störenfried, hein, on gêne, voilà, on est on est vraiment les bienvenus. Et donc, l'administration a toujours beau jeu de revenir aux prérogatives de chacun, d'avoir une interprétation extrêmement limitative des textes, de faire durer les choses. Hein, ça me parle quand tu disais que Stéphane à Berlin, il a pris des mois à avoir un PV de la conseil. On ne peut même pas parler de conseil consulaire, on doit parler de conseil thématique, parce que conseil consulaire, hors de question, c'est ce qu'on nous a dit ici. Donc, ce sera un conseil thématique. Donc, il y a un phénomène d'usure. Et ça, c'est extrêmement préjudiciable parce que dès lors que les élus ne sont pas pris en compte, ils ne sont pas visibles, donc il y a un phénomène d'invisibilisation, moi, que je constate, des élus, plus ou moins marqués, plus ou moins voulus, des élus, donc on n'est pas forcément les bienvenus. Bon, ils sont très diplomates, on ne vous le dira pas comme ça, donc il faut avoir une certaine constance en tant que représentant des Français et réclamer de jouer ce rôle. Tu as tout dit. Nous sommes des élus qui connaissons parfois mieux que l'administration les pays dans lesquels nous vivons. Ça, c'est vraiment et elle ne se rend pas compte. Hein, on connaît parfaitement, on est ici depuis longtemps parce que les consuls généraux, ils viennent et ils partent au bout de 3 ans et il faut tout recommencer à zéro. Nous sommes vraiment une continuité, en tout cas pour les Français qui restent dans la circonscription. Nous connaissons la culture du pays, nous connaissons le cadre juridique, etc. C'est extrêmement précieux. Euh, le, donc le statut de l'élu, donc je pense, on a fait adopter à l'AFE une charte des élus, mais il y a certaines choses qui ont évolué, en tout cas sur le papier, elles sont couchées, mais il ne faut pas que ça reste que lettre morte. Il faut que ça soit que des choses en découlent très concrètement. Par exemple, le droit de tenir des permanences. Moi, dès que j'ai commencé, je me suis adressée au consulat, j'aimerais bien tenir une permanence. Ah, c'est niet tout de suite. Hein, alors qu'on est dans une circonscription où il n'y a pas de danger. Je comprends que dans certains pays, ça puisse être problématique, problème d'accès, de sécurité. Mais ici, il y a rien qui justifie finalement ce niet de l'administration. Et ça permettrait, j'en parle parce que ça nous permettrait d'avoir une visibilité, d'être visible vis-à-vis de nos citoyens, d'avoir une permanence, un endroit où ils peuvent nous retrouver, qui n'est pas un café, qui n'est pas moi, je n'ai pas envie de donner mon adresse privée aux gens, etc. Donc, ça serait la moindre des choses. Hein. Donc sanctuariser les permanences dans les emprises françaises à l'étranger. Ça serait déjà, je pense, quelque chose qui serait faisable, en tout cas pour notre circonscription, et dans pas mal de circonscriptions, je pense. Le deuxième sujet que je voulais aborder, c'est celui des moyens financiers nécessaires pour l'exercice du mandat. Donc, je pense qu'il y a des choses à améliorer si l'on veut éviter que ce mandat, finalement, soit un mandat qui dépend des ressources financières des élus, hein, qui est une sélection par le portefeuille. Voilà, je ne vais pas m'apesantir, je crois que vous aurez tous compris de quoi je parlais, et pour ne pas monopoliser le micro, donc je passe la parole aux autres. Merci. Anne, tu veux dire encore quelques mots? Et Oui, puis après, j'ai vu qu'on a une main levée de Julie et une demande de parole de Marc. En fait, je vais faire une petite synthèse de ce qu'ont dit Mathilde et Salia, parce que moi, finalement, entre l'associatif, le mandat, à nouveau l'associatif, ça fait 20 ans que je suis dans cette représentation des Français à l'étranger, et j'ai vraiment vu la dégradation. Et il y a vraiment urgence à ce que l'État français redonne des moyens à l'action extérieure de l'État, parce que là, on va vraiment dans le mur et on va perdre des Français, on va perdre tout ce qui fait finalement la force de notre réseau. J'ai vu également, et Salia, tu viens juste d'en donner un exemple, je l'avais marqué sur mon papier, je voulais parler que j'ai l'impression, moi, par rapport à l'époque où j'ai fait le mandat, il y a eu une dégradation des conditions d'exercice du mandat. Et par exemple, moi, je tenais des permanences au consulat. Donc voilà un exemple très concret. On ne s'était pas concerté et on tombe dessus. Alors, pourquoi aussi est-ce que ce mandat s'est dégradé?
Parce que les consulats ont moins de moyens aussi. Et on sent très bien, parce que c'est vrai que nous, en tant qu'élus, où on fait souvent, on est souvent dans la critique, mais dans la critique constructive, on sent aussi bien élus ou représentants associatifs euh, que des fois on est le caillou dans la chaussure et vraiment le caillou de trop, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus les capacités à nous écouter, à prendre nos remarques en considération, parce qu'ils n'ont plus les moyens d'exercer leur mission. Donc, et finalement, tout ça, ça a une conséquence aussi sur le long terme, c'est que ben, qu'est-ce qui se passe quand l'État ne fait plus son travail? C'est la société civile qui le fait. Donc, ce sont les associations, ce sont les bénévoles. Et je vois par exemple ici le consul, depuis qu'il est arrivé, bon là, ça y est, il a un peu arrêté parce qu'il a compris que j'ai autre chose à faire et que j'avais pas du tout envie de m'y mettre. Mais il a tout de suite commencé à me baratiner sur la création d'une association de bienfaisance et solidarité, une sorte d'OLES, etc. On n'a pas ça ici et tout. Il y aurait un besoin, oui, oui. Mais qui doit faire le job? À nouveau des bénévoles, à nouveau des gens qui vont créer une association et qui vont se substituer finalement au travail de l'État. Donc voilà, ce serait un peu ma synthèse finalement de ce qu'ont dit Mathilde et Salia. Merci. Julie, tu avais levé la main, mais c'était pour signaler que Marc, c'était OK. Très bien. Marc, je te donne la parole. Oui, merci Mathilde pour ta question. Je voulais te poser une question. Qu'est-ce que tu vois comme point important pour améliorer la vie des binationaux en Allemagne et leur situation spéciale? Alors, pour améliorer la vie des binationaux, moi je pense que encore une fois, revenir sur la question des services publics, quelque chose de très concret en la matière, c'est si on a si on a des postes qui ont assez de monde, l'une de nos demandes récurrentes, c'est par exemple que lorsque les personnes qui sont inscrites au registre euh, ont 18 ans, eh bien, on puisse envoyer une communication spécifique à tous ces jeunes Françaises et Français pour s'assurer qu'ils ont les bonnes coordonnées, qu'ils reçoivent les informations du consulat, et en fait qu'ils entrent ainsi dans la vie citoyenne. Et en fait, aujourd'hui, on a de très nombreux jeunes binationaux qui sont sur l'adresse mail de leurs parents. Voilà, donc il y a une adresse mail qui est indiquée pour 3-4 personnes. Et in fine, tous ces jeunes Françaises et Français binationaux n'ont pas accès à l'information. Et puis un deuxième point, mais vous connaissez toutes et tous ça mieux que moi, c'est, je pense, pouvoir soutenir les associations flammes qui permettent aussi, et d'ailleurs le HSU sur un autre mode, mais flamme, c'est de manière plus, disons, de manière plus globale, de manière plus structurelle à l'échelon international, à l'échelon mondial. On a des associations flammes un petit peu partout. Ce sont des associations qui permettent notamment aux binationaux, de continuer à avoir que la langue française puisse continuer à être parlée dans les familles. Et on sait que pour qu'une langue reste, il faut qu'elle soit parlée, mais aussi qu'elle soit utile. Et le meilleur moyen que la langue elle soit utile, c'est d'avoir des amis qui parlent français, d'être dans des environnements où plusieurs personnes autour de soi parlent français. Et ce qui n'est pas forcément évident à mettre en place, à continuer à mettre en œuvre lorsqu'on est à l'étranger. Et les associations flammes, elles permettent vraiment ça. Elles permettent de faire ce réseau aussi entre des binationaux, des couples mixtes. Et c'est, je pense, des initiatives qui sont très importantes et qu'on voit ensuite au moment des élections, lorsque les citoyennes et les citoyens vont voter. Moi, je suis très heureuse de voir des personnes qui ne parlent pas forcément français au quotidien venir voter. Mais j'aimerais qu'elles puissent parfois avoir reçu mieux l'information et pouvoir être mieux informées des différentes listes qui se proposent, de la vie politique française. Et pour ça, il faut qu'ils puissent recevoir tout simplement les informations qui sont envoyées sur la liste électorale consulaire qu'ils ne reçoivent sinon pas forcément. Et c'est le meilleur moyen pour nous en tant qu'élus de faire ce lien avec les citoyennes et les citoyens. Merci. Euh, du coup, j'aimerais bien ouvrir voilà, la discussion. Marc a fait le premier pas avec sa question. Y a-t-il d'autres questions? Euh, j'ai pas vu de questions dans le chat, mais c'est le moment si vous souhaitez
aborder un sujet qui n'a pas encore été abordé ou peut-être revenir sur un exemple qui a été cité. Nous avons le temps. C'est là qu'on fait l'exercice périlleux d'accepter le silence. Moi, j'ai un commentaire slash Euh, question dans un Merci. sujet. Je vais essayer de synthétiser un peu ma pensée parce que ça part un peu dans tous les sens. En fait, la question des acteurs français à l'étranger, c'est une question que je trouve passionnante parce qu'elle est complexe historiquement. En fait, tout à l'heure, tu disais, Anne, le public se décharge sur le privé, mais historiquement, quand on regarde la présence française à l'étranger, c'est d'abord le privé qui avait pris la main, pas le privé lucratif. Mais par exemple, les alliances françaises sont arrivées avant les instituts français. Et on a eu toute une période où il y avait même une concurrence entre ces acteurs qui ont dû planifier entre les années 2000 et 2010 pour essayer de se répartir parfois géographiquement ou parfois en termes de mission sur certains territoires pour ne pas se faire concurrence. C'est pas tout à fait réglé. On a eu exactement le même phénomène avec les chambres de commerce qui ont précédé les missions économiques. Et sur certains territoires, ils se sont répartis les portefeuilles en termes de secteur d'activité. L'agriculture était souvent la mission économique et d'autres secteurs plutôt avec la chambre de commerce. Mais ensuite, ils se sont répartis les rôles en termes d'attractivité, d'aide à l'installation, etc. Mais non seulement on avait une duplication des acteurs, mais tout ce petit monde avait tendance à fonctionner en silo. Et c'est aussi une perte de moyens. Ce que je trouve très agréable avec le rôle des élus consulaires, si je me trompe pas, mais je vais peut-être dire des choses qui sont fausses, il faudra me corriger. Euh, les élus du consulaire, certains en tout cas, siègent dans les conseils d'administration des écoles françaises, hein. Je ne dis pas de bêtises si je dis ça. Non, c'est pas drôle. Ils Les peuvent y conseils, participer. Oui, au Les conseil conseils, d'établissement, ils les peuvent conseils Les participer au conseils, conseil ouais. d'établissement. d'établissement, à titre Ok. consultatif. Mhm. Parce qu'on pourrait imaginer ce modèle étendu aussi aux instituts culturels français. Peut-être que c'est prévu, peut-être que c'est pas prévu, justement, parce que je pense qu'il y a un découpage un peu strict. Ce que je trouve vraiment intéressant avec l'initiative sur le HSU, pour revenir un peu là-dessus, c'est précisément que dans le cas de la liste et de Salia, c'est sortir du strict silo dans lequel on est et se dire bah, comment est-ce qu'on peut utiliser quelque chose du pays d'accueil ou du lender d'accueil en l'occurrence, qui serait au bénéfice de la communauté française. Et ça, je trouve ça intéressant, cette vision-là du rôle d'élu. Et à titre d'observation, et encore une fois, peut-être que mon observation n'est pas complètement correcte, mais on a voté récemment à Francfort pour les élections locales. Donc on avait trois listes d'1,40 m en main. Enfin, une était très longue, mais les autres étaient un peu plus courtes. Il y avait le conseil municipal de Francfort, il y avait le conseil de quartier et il y avait le conseil des étrangers. Et j'ai peut-être mal vu, mais sur la liste des conseils des étrangers, il y avait beaucoup de listes nationales, on va dire ça comme ça. Et j'ai vu des noms français, mais qui étaient généralement répartis sur différentes autres listes. Et je me suis dit, c'est peut-être une occasion manquée aussi d'asseoir notre représentation locale. Alors je sais que par le passé, il y avait eu des listes, hein, peut-être, Anne, tu Ah, avais moi, été j'étais pas dessus parce à un que moment j'habite pas à donné. Mais Francfort, mais voilà. la dernière élection justement du KFAO, il y avait la liste des Français de S qui s'était constituée avec des Français d'une manière transpartisane. Et cette année, pour la petite histoire, je ne sais pas pourquoi, ils ont préféré se mettre sur des listes de partis qui correspondaient à leurs propres valeurs. Mais je trouve aussi que ici, moi, où j'habite, il y a le Ausländer Beirat, et c'est vrai, c'est souvent des listes nationales. Et ça avait été une très belle initiative que ces Français de S, finalement, qui avaient eu quelques élus d'ailleurs. Bah, je trouve ça bien quand nos outils nationaux français peuvent justement se combiner avec la réalité locale. Et c'est comme ça qu'on peut avoir aussi un plus grand impact pour la population qu'on cherche à servir. Voilà. Merci. C'était mon commentaire. Merci pour ce commentaire et finalement cet appel aussi à regarder peut-être un peu ce qu'on a comme autre moyen de représentation politique où on peut peser aussi en tant que Français ou justement faire voilà, des combinaisons qui sont bénéfiques aussi bien peut-être au pays d'accueil que à la communauté française qui vit sur place. Euh, je n'ai pas vu d'autres questions. Oui, je vois Mathilde. une question de Séverine dans le chat sur le droit au compte bancaire pour les Français à l'établir hors de France. Quelles sont les difficultés et comment garantir ce droit? Je peux peut-être y répondre en je vais essayer de faire court. Il faudra que je vous laisse à
20h10. D'accord, merci. Donc, la problématique, c'est que donc, bon, j'en ai un peu parlé. Il y a des comptes bancaires qui sont fermés. À partir du moment où vous avez une adresse à l'étranger. Il y a, voilà, il y a dans un certain nombre de banques, il y a donc la banque va soit de manière unilatérale fermer le compte, soit envoyer une notification en demandant des documents. Les Français ne la reçoivent pas, par exemple, cette notification dans plein de pays. Mais en fait, le courrier met beaucoup plus de temps, beaucoup plus qu'un mois pour arriver, et la date limite c'est un mois pour répondre. Et donc le compte est fermé. Et donc pour des Français qui habitent à l'étranger et qui, par exemple, reçoivent leur pension de retraite sur ce compte français, peuvent se retrouver dans des situations très compliquées où ils ne peuvent plus avoir accès au compte bancaire sur lequel, par exemple, cette pension est versée. Ou dans l'autre sens, par exemple, des jeunes citoyennes, citoyens français qui partent faire leurs études en France et dont les parents habitent à l'étranger. Les parents souhaitent ouvrir un compte bancaire en France parce que pour un certain nombre de raisons, c'est parfois compliqué de verser de l'argent. Là, on parle à des Européens, mais dans un certain nombre d'autres pays, ça peut être compliqué de verser de l'argent mensuellement sur un compte en France depuis un compte à l'étranger. Donc, par exemple, avoir un compte en France permet de faire des virements entre ces comptes sans avoir à faire des virements depuis l'étranger. Euh, ils n'arrivent pas aux différentes raisons françaises. Et en fait, les gens se retrouvent bloqués et n'arrivent pas à ouvrir le compte. Et on est beaucoup ici à faire partie de l'association Français du Monde. Et bien, Français du Monde avait fait un sondage dans lequel il avait donc qui a été envoyé et auquel 22 000 personnes ont répondu l'année dernière. Et dans ce sondage, l'une des problématiques principales qui était remontée par les Français de l'étranger, c'était cette question des comptes bancaires. Il y avait 60% des personnes dans ce sondage qui répondaient qu'ils rencontraient des difficultés relatives à leur compte bancaire, et 5% disaient avoir vu leur compte bancaire fermé. Donc sur 22 000 personnes qui répondent, c'est absolument énorme. Et de l'autre côté, la Banque de France, qui est là pour répondre dans les cas de préjudice relatifs au compte bancaire, n'avait en 2025 que 40 cas, 40-50 cas de Français de Français de l'étranger qui avaient eu des difficultés, notamment relatives à, voilà, au fait qu'une banque ait refusé de leur ouvrir un compte ou que leur compte ait été fermé. Et donc, ce qu'on demandait avec notre proposition de loi, c'est deux choses. De demander à la Banque postale d'avoir cette mission d'intérêt général et de pouvoir ouvrir des comptes directement aux Français de l'étranger, avec du coup, c'est un compte de base, donc avec des fonctionnalités de base, mais ça permettrait de vraiment répondre à cette problématique. Et puis ensuite, on demandait deux autres mesures, une sur le fait de faire passer ce délai entre la notification et le moment où on ferme le compte, de le faire passer à 4 mois, ce délai, pour que on puisse avoir plus de temps pour renvoyer les documents nécessaires, tout ça, avoir une procédure de conciliation peut-être avec la banque avant qu'elle ferme le compte, et faire passer aussi le fait que l'argent sur un compte bancaire, lorsqu'on a un compte qui est inactif, c'est le cas de beaucoup de Français à l'étranger, un compte inactif en France, qu'on a de l'argent dessus, et bien que ce compte soit l'argent qui est sur ce compte soit reversé au bout de 5 ans seulement à la Banque de France, et au bout de 1 an comme c'est le cas actuellement. Donc c'était les différentes mesures qu'on souhaitait faire avancer. Malheureusement, malgré le fait que tous les sénatrices et sénateurs des Français de l'étranger qui étaient présents en hémicycle se sont positionnés pour cette mesure, les groupes majoritaires au Sénat, donc les LR et l'Union centriste, donc les groupes de droite, ont voté contre ces mesures, ont écouté le lobby bancaire et ont voté contre. Et c'est vraiment un signal très négatif, alors que tout le monde était unanime chez les Français de l'étranger pour dire qu'il fallait qu'on avance sur ce sujet, que nos collègues de droite n'aient pas réussi à convaincre leur groupe parlementaire de voter ce texte.
Merci Mathilde pour cette précision. Et du coup, donc tu as dit que tu devais partir, donc on va pas te retenir plus longtemps que ça. Voilà, je voulais vous remercier toutes les trois d'être venues ce soir. Mathilde, merci d'avoir pris le temps de venir nous expliquer un peu plus concrètement, voilà, comment tu travailles et surtout comment tu travailles avec la représentation des Français de l'étranger ici localement. J'espère on a réussi à vous donner une vision d'ensemble avec quelques exemples concrets de la manière dont ces niveaux s'articulent. Voilà. Et donc, je veux rappeler aussi les dates essentielles. Le vote en ligne, ce sera du 22 au 27 mai. Vous devriez avoir reçu vos identifiants par mail et SMS. Si ce n'est pas le cas, rapprochez-vous de la cellule d'assistance du ministère. Vous pouvez aussi nous contacter, bien sûr. Et si nous vous avons convaincu de voter pour nous, nous sommes la liste numéro 3. Et le vote à l'urne aura lieu le 31 mai à Düsseldorf, Mayence, Francfort et Saarbrück. Et si ce n'était pas clair, toutes ces questions de représentation, de mandat, de rôle, etc., nous avons aussi une foire aux questions sur notre site internet où nous apportons des éléments de réponse sur, voilà, sur les mandats. Exactement. Bah, merci à tout le monde d'avoir pris le temps. Voilà, on est resté dans les clous. Mathilde, je te donne le mot de la fin. Non, juste vous remercier et plein de courage pour ces derniers jours de campagne. Vraiment, vous avez sur votre circonscription une super liste avec des gens très engagés. Si vous ne saviez pas encore pour qui voter, vraiment soutenez les élus qui sont déjà élus et qui font un incroyable travail. Et puis qu'on puisse pousser pour avoir de nouveaux élus consulaires, un maximum de personnes sur cette liste qui puissent être élues. Merci Mathilde. Merci Mathilde, toi aussi, bon courage pour la campagne. Merci, merci, merci. 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 Ciao. Merci, au revoir.